Quand je dis marché local, je me réfère à la région des Marche en Italie. Pour nous, ça représente environ les 15%, les locales. On aimerait pousser plus, on sait bien, mais cela n'est pas facile. On vit dans une vallée qui va des Apennins à la mer. Les habitants de cette vallée consomment dans une année 20 24 000 quintaux de pâtes. Nous, on produit 8 000. Et cela est presque absurde. On les vend en Italie et dans toute la planète. Donc c'est important de pousser une action culturelle parce que la population locale consomme les produits locaux. Nous, on est structuré sur 12 régions. Donc pour nous, local est différent. Nos paysans, par exemple, en Sicile, vendent aussi les produits finis. On est environ 50% et 50% entre l'Italie et l'extérieur. Les 50% italiens, c'est très important. Les 30% de ces 50% va directement aux consommateurs grâce aux coopératives d'achat. Nous, des poules heureuses, pour nous, les locales est très proche de zéro. La production, principalement, c'est les citrons et les oranges. En Sicile, ceux-ci sont partout. On ne les vend pas. Par, par contre, le projet du jardin de la biodiversité, là, ça part de chez moi. Ça peut partir des 10 mètres, disons. Même pas du kilomètre zéro, mais vraiment des premiers mètres. Et puis, il pourrait croître aussi. Tout est né un peu par hasard. On a organisé deux fêtes dans les années dernières avec nos associés, avec les consommateurs aussi, avec tout le monde autour de nous. On a organisé deux fêtes en France. À ces deux fêtes, ont participé une année en membre du mouvement en Val di Susa. Une année, il y avait Maurizio aussi. Maurizio nous a proposé de le faire dans la Val di Susa. Vous connaissez la Val di Susa? Elle se trouve très proche de la France. On a trouvé ça une très belle occasion pour créer un lien entre les mouvements italiens et les mouvements français. Maintenant, on cherche de partager ça avec tous les autres canaux, avec les éco-villages par exemple, pour créer un nous commun. On espère que l'année prochaine, il y aura une autre candidature, peut-être depuis l'Autriche, depuis la Suisse, depuis l'Allemagne. Ça marche en allemand. Vous m'entendez? D'accord. J'ai une question à tous et toutes. L'année dernière, nous avons parlé beaucoup, ou entendu beaucoup parler de la CSA et de l'agriculture contractuelle. Ici, vous avez vu des projets d'économie solidaire et j'aimerais bien savoir euh, les gens qui sont très engagés au niveau de la CSA ou de l'agriculture contractuelle, où voyez-vous les liens? Que pensez-vous de ces approches? Parce que c'est des modèles tout à fait différents. Ce matin, nous avons vu que la ACP peut être restreinte. Et ici, vous avez trois exemples de projets qui exportent également et qui essaient quand même de sauvegarder un prix équitable. Comment cela est-il perçu par vous? Oui, voilà. En fait, la charte des AMAP qui a été refaite en 2014 s'est posée très précisément ces questions par rapport à... Alors, pour rappeler, les AMAP, pour des tas de raisons en France qui sont aussi d'ordre fiscal, parce qu'on a des problèmes avec le ministère de l'économie, on a décidé que c'était réellement un système de vente directe entre une ferme
et un consommateur, puisque l'AMAP elle-même n'est pas une coopérative, c'est une association à but non lucratif. Ça a été un peu l'histoire du mouvement du développement des AMAP en France, parce qu'on a été extrêmement cadré par le ministère de l'économie et des finances et des problèmes de fiscalité, de taxation, voilà. Donc ce choix a été fait, mais il s'avère que dans les AMAP, pas mal d'AMAP pratiquent aussi. Alors donc on a bien un contrat AMAP qui concerne un agriculteur individuel avec un consommateur individuel. Ça c'est vraiment le schéma de base. Après, il y a au sein des AMAP effectivement des pratiques soit de contractualisation, soit d'achat, en termes un peu de groupement d'achat, aussi avec des transformateurs ou des artisans. Par exemple, ça peut être des boulangers, des artisans boulangers qui vendent du pain, eux sont transformateurs. Pour les raisons que j'ai évoquées, on a décidé de ne pas le prendre dans le cadre du contrat AMAP, mais quand même on s'était rapproché en France, alors je ne sais pas si vous avez l'équivalent en Italie, on s'était rapproché des chartes et des associations qui s'intéressent au commerce équitable, en sachant que là aussi il y a des enjeux et des polémiques avec Max Havelaar ou d'autres organisations. Mais donc on travaille de concert avec des chartes et des associations qui s'intéressent au commerce équitable. Et le grand principe de la MAP, ce qu'on aimerait avoir, en fait, là-dedans, c'est aussi un système de contrat. Parce que c'est aussi une question que je vous pose. Est-ce que dans votre système coopératif, est-ce que vous allez vers des systèmes de contractualisation ? Oui, on va dans cette direction. On a commencé. Maintenant on fait des contrats. Par exemple, les paysans savent déjà quel pourcentage de sa récolte verra acheter. Le modèle français est un modèle qu'en Italie, malheureusement, on n'a pas. Le contrat de type AMAP est un contrat de type vraiment solidaire avec les paysans. Par rapport aux groupes d'achat solidaire en Italie est différent. Par exemple, il faut être honnête, il manque justement la S de Solidal. Si un paysan a des courgettes en juillet, ça va être difficile de les acheter si les consommateurs sont tous en vacances. Alors la MAP est un système vraiment différent. Et ces rencontres, grâce à l'université, ne sont pas par hasard. Ils servent à nous confronter, à comprendre quelles peuvent être les routes qu'on peut parcourir. Notre modèle aussi est très, très impressionnant. Mais récolter 7 millions d'euros depuis les consommateurs sans les banques est un résultat que du point de vue de l'économie solidaire, même moi, que je suis rêveur, je n'aurais pas cru. Il est nécessaire donc de faire des projets, pas que des pactes. Il est nécessaire de regarder en avant. Et la voie est celle du contrat, je crois. Toutes nos réalités, bien que ce soient trois réalités très différentes, parcourent cette même voie. C'est des expériences différentes, mais elles sont en but unique. En Italie, on a encore des préjugés qui disent « moi j'ai les cheveux plus longs, donc je suis plus moche, plus beau ». On doit avoir un seul objectif parce qu'à Bruxelles, il y a Syngenta, il y a Dupont qui décide. Donc il faut contractualiser. Mais il faut que la recherche aussi nous aide à comprendre quels sont les rapports sans qu'on devienne une autarchie. Clairement, si je veux avoir une bonne vie, je peux me renfermer sur moi-même. Mais si on veut une vraie économie solidaire, il faut avoir des pactes avec les citoyens. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec Maurizio. En Italie, c'est vrai. Je suis très d'accord avec un fait en particulier. Il y a une grosse présence en Italie des groupes d'achat solidaires.
Cette S de solidaire, effectivement, par contre, ça nous crée des problèmes. Très souvent, en effet, il s'agit de rien plus qu'un groupe d'achat. C'est des groupes de personnes qui cherchent un produit qui ne coûte pas cher. Un produit bon et qui ne coûte pas cher. Donc ceux qui font réellement de l'économie solidaire, on est encore un peu en arrière. On a constitué, on a participé à la création du réseau de l'économie solidaire dans notre région et au réseau de l'économie solidaire dans toute l'Italie. Mais encore, il y a du chemin. On parle beaucoup, mais c'est nécessaire de conclure des résultats plus concrets. Dans ce sens-là, des résultats plus matériels. Donc, en parlant de pacte, on est en train d'expérimenter notre pacte. Le pacte avec notre production de pâtes. Mais non, notre produit a une marque enregistrée et enregistrée parmi nous en copropriété. On est en train d'expérimenter avec ça. On est en train d'essayer des petits projets qui sont en effet de la production communautaire. Nos producteurs ont de la peine à avoir les ressources qu'ils leur font. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un exemple, 8 familles qui donnent une petite exploitation agricole, 80 € par mois. Alors, cette exploitation reçoit 640 € par mois et ça leur permet de continuer. Et ces personnes ne donnent pas énormément. Donc, ça, c'est le genre d'accords qu'on établit. Et ce genre d'accord est fondamental, mais c'est très difficile. C'est difficile pour les exploitations agricoles, pour celles qui font vraiment du biologique. Parce que biologique, maintenant, je ne veux pas exagérer, mais le fait d'écrire biologique sur un produit, ce n'est plus une valeur ajoutée. Et c'est presque une tragédie avec tous les scandales qu'on a maintenant. Ceux qui produisent vraiment biologique ont extrêmement de la peine à ressortir. Et c'est là qu'il faut la solidarité. Parce que maintenant, on aura les biologiques de plus en plus faibles. C'est la même question? Ce matin, j'ai entendu vos présentations. Et je pensais que les conseils des filières, d'une certaine façon, est presque surréel. Et ça, dans le sens que, dans certains sens, rendre les consommateurs de plus en plus partie de la production. Les citoyens qui sont très loin de la production, souvent le fait de les rendre part de la projection, de la programmation, je crois que c'est la bonne voie. Je fais un exemple avant, celui de la production d'avocats. Je trouve que cela a beaucoup de signification parce que cela montre l'impact qu'on peut avoir sur l'économie. Chacun d'entre nous met 10 € et on crée des postes de travail, on crée de l'emploi. C'est très, très intéressant. Je voudrais vous montrer cette vidéo qui montre ces projets qui partent des copropriétés du terrain. La coprojection de ce qu'on va construire. On a planté des bananes, des avocats, des kiwis, des mangues, des artichauts, tout ce qu'il faut. Merci beaucoup. On m'entend? Oui, très bien, merci. J'aimerais bien répondre à la question de Bettina
comment je perçois en tant que paysan ACP ces exemples. Je pense qu'en Allemagne, la situation thématique est tout à fait différente. Il y a beaucoup moins d'exportation de l'huile, des limons, etc. C'est des produits qui sont bien demandés à l'extérieur, mais nous, en Allemagne, on n'a pas de tels produits. C'est pour ça qu'on se concentre sur le pays même. En ce moment, il existe le modèle d'une ferme qui produit tout. Lait, viande, légumes, etc. Tout d'une seule ferme. Personnellement, je crois que maintenant que le système de la CSA s'étend, on aura plus de coopératives au futur, dans 10 ans, qui vont livrer aussi du pain ou du lait dans une forme de coopérative. Il existe déjà la coopérative des pommes de terre à Munich. Quoi qu'on fasse, je pense qu'il est important d'avoir un prix équitable pour les paysans, pour qu'ils puissent produire et pour que les structures agricoles puissent changer. Et ce qui est très important aussi, c'est que le risque soit partagé dans le cas d'une mauvaise récolte. Personnellement, que ce soit Solavi ou un autre modèle, je vois qu'il y a un énorme besoin d'une bonne logistique. Parce que d'après d'études récentes, tout dépend du transport. Donc si les tomates, par exemple, sont importées de l'Espagne, cela change la qualité. Et une parallèle qui est très intéressante que j'ai perçue dans tous ces 3 exemples, il faut des consommateurs et consommatrices conscients. Merci. Merci pour cette parole. Est-ce que vous avez encore un commentaire ou des questions en allemand? Ce serait pas mal, comme ça on ne doit pas changer la langue à chaque fois. Juste une petite question. Iris, vous avez dit que vous utilisez des produits de construction naturelle, écologiques. Avez-vous essayé de collaborer avec des coopératives à ce niveau-là aussi? Donc, avec des coopératives non agricoles, mais dans un autre domaine, le domaine de la construction ou de la logistique, justement, pour étendre le système de l'économie solidaire. Oui, et merci aussi pour la question. Cela me permet aussi de parler d'une chose très importante que l'on fait. La construction, la éco-construction était très importante. Cela a impliqué 32 mois de travail. Mais la recherche avant a duré 3 ans pour construire quelque chose de ce niveau de qualité et écologique. Il a fallu beaucoup de recherche. Le résultat a été que dans la région du Piémont, on a créé une coopérative immobilière écologique liée à Iris. Parce que cette société a décidé de passer de l'immobilier normal à l'immobilier écologique. Ils ont aussi appliqué la charte d'Iris. Ils ont renoncé aux biens matériaux, ils ont passé aux biens collectifs. Donc à Biella, aujourd'hui, il y a une autre coopérative, telle qu'Iris, mais pas agricole, mais immobilière. Elle s'appelle Edilcasa. C'est un très beau projet, c'est une grosse responsabilité pour un projet comme le nôtre. Et une autre est en train de débuter dans le champ de l'énergie.
Iris, depuis toujours, essaye de créer un réseau. En ce moment, cela n'est pas clair si on a des pactes, des contrats comme la MAP. Donc, on essaye d'avoir un réseau qui est très autonome, qui est juste un échange de connaissances. Et on cherche dans cela, par exemple, dans la réunion qu'il y a eu très récemment, d'avoir des accords. On a signé cet accord parmi les membres d'IRIS pour produire cette énergie propre. On a aussi un projet dans les écoles. On a utilisé 50 de nos 500 associés qui vont être des professeurs, qui vont avoir des modules d'enseignement pendant au moins 2 mois, de faire des interventions dans les écoles. Donc, on essaie de contaminer, si l'on veut, des autres secteurs. J'aimerais bien qu'on puisse suivre dans la recherche si ces réalités que l'on a créées peuvent s'ouvrir. On doit forcément s'ouvrir à ceux qui sont ingénieurs, architectes, professeurs ou autres. Voilà. Notre intervention très brève, parce que j'ai pensé de terminer un peu avant, comme ça qu'on puisse avoir une demi-heure de pause pour les interprètes.